L'art de Jean-Claude Faujour nous plonge dans les profondeurs de l'histoire de l'humanité. C'est une expérience extraordinaire que de sentir, de ressentir aussi fortement les gestes finalement des premiers hommes, de sentir à fleur de ces peintures la naissance même de l'humanité. C'est là le grand art de Jean-Claude Faujour, de nous rendre contemporains, alors moins avec les temps préhistoriques, parce que tout se passe aujourd'hui, évidemment, c'est une expérience contemporaine, mais de nous faire prendre conscience de nos racines, de la profondeur même de ce que nous sommes. Nous vivons un peu l'instant, nous sommes persuadés que la période moderne est toujours la meilleure et finalement la seule. Et bien là, tout d'un coup, l'épaisseur du temps se prend cher et nous redevenons finalement ce que nous sommes appelés à devenir, c'est-à-dire une humanité en train de prendre conscience d'elle-même, en train d'advenir à sa propre définition, finalement, cette manière de voir le monde, mais aussi de le transformer, de l'améliorer peut-être par la beauté, par le travail humain, par l'art artisanal, par tous nos gestes finalement, de façon à transmettre cette vie. Alors, nous allons découvrir, grâce à cette très très belle exposition qui est actuellement installée à la cathédrale de Créteil, nous allons découvrir combien ces œuvres nous font prendre conscience de ce que nous avons été, de ce que nous sommes toujours. Un titre revient souvent dans les œuvres de Jean-Claude Faujour, c'est le titre d'archéologie mentale. Je crois que c'est très juste. Il y a un travail là qui consiste à fouiller, comme les archéologues peuvent le faire, à fouiller la mémoire archaïque au contact direct des plus anciennes traces de l'expression humaine. Ce sont des traits, des incisions, des scarifications, des lignes sinueuses, hésitantes, qui n'ont rien de la perfection classique à laquelle on est parfois un peu trop habitué, des traits encore indécis, imparfaits, hermétiques même. Qu'est-ce que ça signifie? Il faut suivre patiemment les linéaments des roches, les linéaments du bois, de la terre. Et tout ça ressemble à un, un labour de la terre, un labour de la pierre, un labour de nos cœurs. Jean-Claude travaille beaucoup avec des instruments d'odontologie, des scalpels, des instruments extrêmement tranchants. Son pinceau est un peu comme un soc de charrue qui laboure profondément et qui fait remonter à la surface des traces même de l'humanité enfouie dans la terre, bien sûr enfouie dans la conscience, enfouie dans la mémoire, qui remonte donc à la surface. Alors, ici, il s'agit de la terre-mère. Le titre donné est très beau parce que cette terre qui nous a enfantés, cette terre dans laquelle nous sommes nés, cette terre de gestation, eh bien la voilà, elle est assez granitique, elle est assez pierreuse, évidemment, mais on sent toutes les ouvertures qui en ont été faites pour que la vie puisse surgir, puisse s'exprimer. Je peux vous montrer évidemment d'autres. Alors, l'exposition est riche, ce tableau n'est pas dans l'exposition, mais c'est lignes de vie. J'aime beaucoup aussi ce titre des lignes de vie parce que ça rappelle évidemment les lignes de la main, les lignes que les diseuses de Bonaventure savent lire, mais que les artistes finalement reproduisent avec encore plus d'intelligence parce que en les suivant, eh bien, on rentre dans la complexité même du vivant, on rentre dans la complexité de nos gestes finalement qui ont créé ces lignes par manipulation, par tous les mouvements de la main. Je pense bien sûr aussi à toutes les marques des tailleurs de pierre
qui sont lisibles sur les différentes colonnes et parois de nos monuments les plus anciens et qui sont très émouvantes parce qu'on sait que l'homme est passé là. Ce sont des traces d'humanité, ça a souvent été dit à propos de l'œuvre de Jean-Claude Faujour. Et donc, ces empreintes accumulées au fond de la mémoire, dans les replis de l'inconscient, sont mises à jour. Et c'est ça l'émerveillement, c'est de voir ce qu'on ne voit pas. D'habitude, parce que nous avons évidemment recouvert tout ça, et puis on n'y va pas tous les jours dans cet arrière-plan, dans cet arrière-fond de notre humanité. Et Jean-Claude nous les montre avec une sensibilité, avec beaucoup de douceur. Il y a quelque chose qui est assez étonnant dans ces œuvres, c'est qu'il y a évidemment une brutalité, l'incision, l'ouverture, ce dessin extrêmement incisif pourrait effectivement nous blesser. Mais en fait, c'est fait avec beaucoup de douceur, avec beaucoup d'arrondi, avec beaucoup de subtilité. Et finalement, nous sommes en confiance dans ce cheminement à rebours du temps, dans ce cheminement qui nous plonge dans notre intériorité la plus profonde. Alors, évidemment, en voyant ces signes, on pense immédiatement à l'art rupestre, à l'art des cavernes, à l'art des premiers hommes. Quelle émotion nous avons tous ressenti en visitant les grottes de Lascaux, en visitant tous ces témoignages de plus de 40 000 ans, peut-être encore davantage, on ne sait plus jusqu'où il faut remonter. Un simple signe nous indique qu'un homme est passé par là et qu'il a cherché à exprimer quelque chose. Il a voulu entrer en communication, peut-être avec le sacré, peut-être avec d'autres humains. En tout cas, il est dans une attitude d'extériorisation de lui-même. Et donc, ces signes géométriques sont bien les signes d'une pensée, en tout cas les signes d'une présence humaine. Les empreintes ainsi léguées, eh bien, Jean-Claude les relie, évidemment, les associe, les reconstitue. Il travaille voilà, de mémoire, sans doute. Il travaille d'instinct, évidemment. Il n'y a pas de modèle. Les premiers hommes n'avaient pas de modèle non plus. On n'a pas vraiment de modèle, on n'a jamais de modèle. Il nous faut inventer nos cheminements. Et ces traces, ces lignes dessinent des chemins, des cheminements qui, effectivement, sont faits de continuité et de discontinuité. On a le sentiment, en voyant ces œuvres archaïques, mais j'aime bien ce terme d'archaïque parce qu'il nous plonge dans le principe même de l'humanité. Ces œuvres archaïques expriment quelque chose de la permanence de l'humanité et en même temps de son impermanence. Tout passe, on lit, on ne lit pas, on voit, on ne voit pas, c'est clair, c'est pas clair. On est dans cet entre-deux qui nous caractérise évidemment parce qu'on n'est jamais ni l'un ni l'autre totalement. On est toujours dans cette contradiction, dans cette oscillation profonde qui fait que nous n'en avons jamais fini avec nous-mêmes, avec l'histoire de notre humanité. L'exposition a l'avantage de mettre des tableaux majeurs, donc en particulier dans le carré central, face à face. Donc on a ces deux magnifiques tableaux jaunes, donc qui portent des noms, là aussi qui vont nous introduire dans la mystique même de l'œuvre de Jean-Claude Faujour. Il faut les dire en breton, évidemment, alors il faut parler breton. Croise ent, toi, moi, nous. Voilà. La croix, si j'ai bien compris, la croix dans les chemins creux, la croix dans les fameux chemins de Bretagne, au détour desquels on trouve ces fameux calvaires qui vont guider les paysans, qui vont guider les habitants et qui sont des repères intangibles finalement dans un espace millénaire. Alors, ces croix ici, elles prennent des formes, donc toujours ces fameux graffitis qui sont, voilà, on découvre deux gisants ici qui sont sur une sorte de stèle, et puis peut-être ici un couvercle de stèle, je ne sais pas, et avec cette ligne diagonale qui exprime la relation sans doute entre les deux. C'est le contact peut-être avec tous les morts, avec nos morts dans les tombes qui sont là, qui condensent évidemment cette mémoire
enfui dans la terre et qui va disparaître dans la terre, mais la terre garde évidemment la trace de ces corps même morts parce qu'ils ont contribué à ensemencer la terre, à l'enrichir et à la faire renaître. Et donc, au contact de ces deux gisants, la croix prend vraiment sa dimension de mémoire d'une aventure humaine. Alors, il y a un deuxième tableau qui est juste à côté, qui porte un autre nom, boson, boson XY. Un boson, si j'ai bien compris, c'est aussi un élément de l'atome, peut-être la plus petite particule, bien avant encore les atomes. Donc, ces éléments minuscules à l'intérieur duquel pourtant on sait qu'il y a une agitation, une vie, un mouvement extraordinaire qui ne demande qu'à exploser, qui ne demande qu'à éclater. Alors, on est dans l'énergie atomique, évidemment, qui pourrait être dramatique pour l'humanité, mais nous sommes issus de l'atome, nous sommes issus de ces bosons, et à l'intérieur desquels toute une vie commence à émerger, une vie circulaire avec un certain rayonnement ici, puis on découvre des silhouettes, on va en reparler ici, peut-être aussi des croix sans doute, et puis toute une sorte de signes tout autour qui s'inscrivent comme des amorces de langage. On sait que tout est codé. On sait que cette énergie de la vie n'est pas simplement le désordre. C'est au contraire une organisation extraordinaire qui ne demande qu'à se développer. Et cette œuvre ici est comme une sorte de germe, un germe, comme un grain de blé, somme tout aussi, jeté dans la terre. Et on sait que dans le grain de blé, il y a tout. Il y a toute l'histoire. Il y a bien sûr la tige, il y a les épis qui vont être récoltés, il y a la farine qui va être faite, il y a le pain qui va être cuit, il y a la nourriture qui va être distribuée, il y a la commensalité qui va être rendue possible par ce partage du pain. Il y a la vie qui va se développer, qui va enfanter à son tour, et d'autres vont semer de nouvelles graines. Voilà, donc l'art de Jean-Claude nous amène là au cœur du mystère de la vie, au cœur de... Alors là, on est bien plus loin encore que les préhistoriques ici, puisqu'on est peut-être à des milliards d'années, les fameux milliards d'années de notre Terre, où précisément ces atomes, ces bosons se sont assemblés et ont fini par constituer la vie. Alors, ces deux tableaux rayonnants, jaunes, alors je crois qu'il y a une couleur miel un peu mêlée en breton, une couleur jaune qui est solaire, évidemment, qui est extraordinairement joyeuse, qui fait face à deux autres tableaux. Et Jean-Claude Faujour manipule beaucoup ces contrastes de couleurs, on en reparlera. Deux autres tableaux qui sont plus noirs, plus gris. Ici, le croise donc Ent, toi, moi, nous, je me suis peut-être trompé tout à l'heure d'ailleurs, avec de nouveau des stèles, ces fameuses stèles qu'on trouve, les menhirs, que l'on trouve dans le paysage breton, qu'on trouve aussi dans le paysage irlandais, qu'on trouve dans le paysage gallois, qu'on trouve dans tous ces lieux où l'humanité la plus ancienne est encore sensible, est encore visible, avec aussi une silhouette ici qui s'exprime, et peut-être, je pense à une stèle irlandaise qui aurait été christianisée. Ils ont effectivement gravé dessus un personnage un peu les bras en croix. Bon, il faut être très prudent, évidemment, dans cette interprétation, mais on sent que dans la pierre, alors là, ça c'est très fort, dans la pierre, la vie va surgir. Nous, on considère toujours les pierres comme des éléments inertes, quelque chose qui est très loin de la vie. Non, dans la pierre, il y a les atomes, il y a les bosons, il y a tout ça s'agite énormément. Et même, on sait qu'en Bretagne, les radiations atomiques ne sont pas anodines, à même le socle granitique. Donc, il y a effectivement à l'intérieur peut-être un être qui demande à s'exprimer, à se développer. Voilà, et puis une autre en face, un autre croise, une autre croix avec les sept
sept dormants qui évoquent évidemment la grande tradition bretonne des sept saints, les sept saints qui ont contribué à l'évangélisation de la Bretagne, qui sont venus précisément dans des cuves granitiques et qui ont traversé la mer et qui ont échoué sur les différents ports de Bretagne, donc qui vont évangéliser, qui vont donner naissance à ce fameux Tour de Bretagne, qui est un tour de pèlerinage encore très, très fréquenté. Donc, on est plongé dans toute cette histoire qui affleure. Et tout d'un coup, on la sent, bien sûr, par ces gravures, mais ces gravures s'impriment en nous. Je ne peux pas ne pas voir dans ces œuvres des expériences d'estampes où la gravure va finalement contribuer à l'impression d'un message en clair. On est peut-être ici un message en négatif, et puis le fait de voir cette stèle, j'ai le sentiment que ce message s'imprime en positif en moi et que les sept dormants tout d'un coup se réveillent et s'agitent et me font être ce qu'ils ont été, c'est-à-dire ces témoins, ces apôtres, ces missionnaires qui vont répandre la vie sur toute la terre. Alors, on pourrait, il y a un autre tableau ici, dans cette exposition qui se déroule donc dans tout le couloir, un autre boson qui est aussi très, très intéressant avec sa bordure colorée. Alors, dans l'œuvre de Jean-Claude Faujour, il y a des sculptures. Bon, il y a des 3D. Le terme revient souvent dans les titres des œuvres en 2D, bon, c'est les tableaux, et puis en 3D, alors il faudrait même aller par derrière, parce que souvent ces œuvres sont bifaces, un peu comme les silex de la préhistoire. Ici, trois sculptures anthropomorphiques. Alors, c'est toujours émouvant de passer du géométrique, de passer de ces traits qui n'ont pas de rapport avec l'humain tel qu'on est habitué à le voir, et puis tout d'un coup, des formes humaines qui apparaissent. Alors, on a déjà vu ces silhouettes à l'intérieur même des pierres. Ici, le relief est beaucoup plus fort puisque des bras semblent surgir, une tête semble émerger, un corps apparaît. Et donc, la structure anthropomorphique de ces sculptures nous rejoint dans ce que nous sommes, dans notre identité. Alors là encore, il faut faire le détour par la Bretagne, si tant est que la Bretagne soit un détour, parce que, évidemment, on est là aux origines même de notre communauté humaine. Et il faut faire cette expérience auprès des calvaires, les calvaires bretons, toujours, j'en ai parlé. Et donc, il s'agit ici de trois femmes au pied d'une croix. Alors, les femmes au pied de la croix, c'est un thème chrétien, très évangélique, très, très fort, mais très archaïque aussi, parce que les femmes sont toujours là pour la mort. C'est les hommes qui meurent et les femmes qui restent, et les femmes sont veuves. Et les veuves gardent la mémoire des hommes, et c'est par la mémoire des femmes, des veuves et des pleureuses et de toutes ces lamentations que surgit une vie nouvelle, en tout cas qu'une sorte de résurrection peut exister. Alors ces femmes ici, elles ont les bras levés, ce sont effectivement des pleureuses en train de crier, en train d'hurler, en train de déchirer leurs vêtements peut-être, comme dans les traditions les plus anciennes. Ce sont sans doute les maris au pied de la croix qui vont garder la mémoire du mort, mais qui vont surtout être les premiers témoins de la résurrection. J'extrapole, bien sûr, je vais tout de suite dans le christianisme, mais le christianisme n'est rien d'autre qu'un archaïsme à fleur de contemporanéité. Le christianisme, c'est toutes les traditions de l'humanité reformulées pour un nouvel élan. Mais évidemment, il ne s'agirait surtout pas de séparer le christianisme de tout son enracinement archaïque, de tout son enracinement préhistorique, de toutes les cultures. Et donc, voilà, ces maris, on n'est pas habitué à les voir comme ça, mais elles sont là
dans le deuil, dans la blessure, dans l'incantation. Évidemment, tous ces traits, toutes ces gravures rappellent bien la blessure, rappellent bien le travail de gravure, hein, qui incise profondément et qui blesse, qui écorche, qui va enlever de la matière pour que quelque chose apparaisse. La gravure, c'est un marquage par défaut. Évidemment, on ne marque pas en relief, on marque en creux, mais du coup, il y a une sorte d'écriture qui se constitue au fur et à mesure du mouvement du scalpel, du ciseau, du soc, de charrue. Une rencontre assez émouvante d'ailleurs à ce moment-là entre le métal qui est inhumain, le métal qui blesse, qui fait saigner, et puis le bois qui lui au contraire, avec ses lignes de vie, ses veines, hein, les veines du bois, exprime quelque chose de beaucoup plus humain. Mais néanmoins, la rencontre est nécessaire pour que une sorte, oui, d'opération un peu chirurgicale, pour que surgisse quelque chose de signifiant qui n'existait pas évidemment dans ce bois brut premier. Alors voilà, on retrouve toujours ces figures, et puis à l'intérieur d'autres petites silhouettes. Il y a chez Jean-Claude Faujour une articulation très subtile du figuratif et du non figuratif. Aujourd'hui, on a envie de les séparer. Il y a les œuvres figuratives d'un côté, les non figuratives de l'autre. Pour moi, c'est évidemment toujours très, très lié parce que le non figuratif apparaît toujours au contact du figuratif. Il y a un dialogue entre les deux, entre l'informe et la forme, et entre ce qui ne peut pas se dire, mais qui se ressent peut-être à l'état brut, et puis quelque chose qui se formule d'une façon plus consciente. Eh bien, dans l'œuvre de Jean-Claude Faujour, les deux cohabitent. Alors, ces petites figurines ici font écho, évidemment, à la grande figure et prolongent l'expressivité de la forme première, plus quelques petits traits rouges qui peuvent évoquer évidemment des formules un peu plus sanguines et un peu plus humaines. Voilà, donc il faudrait tourner autour de ces œuvres. Encore une fois, elles sont bifaces, c'est-à-dire qu'elles expriment autant par ce qu'on voit que par ce qu'on ne voit pas, et c'est à nous de nous déplacer et de tourner autour. Voilà encore une quatrième. Il y en a comme ça énormément dans son œuvre, et comme toutes ces sculptures, elles ont le privilège d'habiter l'espace encore plus qu'une peinture ou un tableau qui est accroché sur une paroi, parce qu'elles sont autonomes, elles peuvent vivre dans la nature, elles peuvent vivre dans un espace intérieur, et elles vont donc dialoguer avec nous. Et j'imagine, et c'est vrai que ça fait rêver d'avoir une œuvre comme ça avec soi, et d'être confronté en permanence à cet être, à cet individu, à cette personne mystérieuse qui vient me rappeler d'où je viens, où je vais, qui je suis, pour reprendre un peu cette mystique de Gauguin dans son tableau, d'où venons-nous, que sommes-nous, où allons-nous. Voilà, ce sont des bornes humaines sur nos chemins qui nous guident et qui nous indiquent évidemment la direction. Alors, il y a beaucoup de couleurs aussi chez Jean-Claude Faujour, avec ici ces grands boucliers colorés qui s'impriment là de façon assez vigoureuse. Alors ça nous réjouit un peu plus parce qu'il y a beaucoup de couleurs. Et puis voilà que nous sommes introduits dans un autre aspect de l'œuvre qui est le langage. Le langage, alors on le sentait bien sûr que toutes ces formes expriment, formulent les linéaments de l'inconscient, de ce qu'on ne peut pas encore très bien dire, les premiers balbutiements de l'humanité. Mais voilà que la langue se perfectionne et devient tout à fait lisible et audible. Alors, par le biais du langage maritime international, du code maritime international. Ce sont ces petits fanions, ces petits drapeaux qui sont accrochés donc sur les mâts, sur les cordes, ces hampes de messages qui constituent finalement un langage, puisque chaque drapeau condense une lettre. Alors, voilà, je crois on peut décoder ça. Voilà, chaque drapeau A, B, C, D, etc. Et avec un peu de patience, et en tout cas les marins savent faire, ils vont lire ici cette double formule, résister et contester.
résister, il faut voir les R, les E, etc. Résister et contester. Alors, ce code maritime international, c'est celui des marins. Les Bretons sont tous des marins, évidemment. Ils ont un contact avec la mer qui est puissant. Et donc, c'est ce langage qu'on lance comme ça par-dessus les flots d'un bateau à l'autre, ou pour appeler au secours, ou pour transmettre des informations. Deux informations essentielles ici: résister et contester. On entend vraiment un grand message d'humanité par rapport à toutes les forces obscures qui contrarient le développement de l'humanité, qui mettent l'homme en danger. Eh bien, résister et contester aussi, parce qu'il ne s'agit pas de subir en permanence les coups du sort, les coups du destin, mais bien de s'affirmer et d'affirmer sa volonté d'aller de l'avant sans être submergé, sans être englouti, sans être terrassé par les forces du mal, on pourrait dire, enfin, toutes les forces négatives qui viennent sans arrêt nous assaillir. Alors voilà dans ces œuvres un message très très lisible, hein, pour ceux qui sont un peu habitués à ce code maritime international. Il est évident que l'œuvre nous transmet au haut de son mât, en haut de ses voiles, de ses cordages, eh bien, un message vital, un message nécessaire pour avancer un peu plus avant. Alors, ici, d'autres boucliers, d'autres stèles, des AMD, toujours en 3 dimensions, toujours de l'archéologie mentale, avec deux expressions ici: le doute et puis la colère. Les silhouettes, et en particulier cette silhouette ici traversée par un arbre de vie, une figurine qui est très chère à Jacques Faujour, qu'on peut revoir sur son étole de diacre. L'homme traversé par l'arbre de vie, ce contact entre l'homme et l'arbre qui permet à l'homme de se redresser, et puis qui permet aussi peut-être à l'homme d'éprouver tout le mystère de la croix. Ces deux très jolies, ces formules, ou encore ici l'espoir, et puis un autre boson ici, XY, avec des éléments, toujours ce personnage, les bras levés, puis peut-être un tétard ou un protozoaire quelconque, et puis un œil, et puis des éléments très parsemés, hein, très éclatés, qui sont donc un peu jetés comme les premiers éléments d'un langage qui va bien sûr se développer. On est loin de la Somme de saint Thomas d'Aquin ou de la philosophie de Hegel ou de Proust, qui va en couvrir des pages et des pages, mais pourtant tous les éléments sont là. Tous les éléments sont là, et on peut dire que tout Proust, tout Hegel, tout Homère est dans cet élément, dans ces premiers éléments du langage. C'est en fait une lutte de la vie et de la mort. Donc voilà toutes ces stèles ici qui rappellent évidemment les œuvres les plus anciennes, comme l'art kabyle, comme l'art des Touaregs, comme l'art océanien, tout cet art qui a tellement marqué les artistes de notre siècle, et qui a permis d'ailleurs un nouveau démarrage de la création artistique. C'est toujours en retournant à ces éléments fondamentaux, ces éléments, je ne trouve pas tellement d'autres mots que archaïques, j'aime bien ce double sens, archaïque, c'est effectivement très vieux, mais en même temps, non, c'est archos, c'est le principe, c'est ce qu'il y a de plus fondamental. C'est à partir de là que ressurgit à nouveau la création, la vie. Et on ne peut pas faire l'économie de cette plongée dans les profondeurs, encore une fois, préhistoriques, mythologiques, dans les profondeurs inconscientes de notre humanité, qui s'expriment sous ces éléments très simples, très sommaires, de traits en biais, de croisements, de croix, de carrés, de ronds. Et c'est le début du langage. Les enfants passent par là aussi, et c'est très beau, parce que tout cela nous met dans une très grande émotion. L'émotion profonde de sentir l'humanité naître à nouveau. Alors l'exposition
se prolonge avec une série de tableaux. Alors là, on en a effectivement beaucoup et c'est ce que je ne peux pas reproduire ici par mon intervention parce qu'il faut être au contact de ces œuvres, il faut rester longtemps et puis sentir un peu la répétition, cette sorte d'incantation permanente qui prend des formes diverses, comme dans nos litanies, c'est toujours le même air, c'est toujours la même formule, mais pourtant c'est chaque fois différent parce que en fur et à mesure qu'on voit ces œuvres, on se transforme soi-même, on ne peut pas rester indifférent et donc, il faut se laisser, évidemment, il faut se laisser prendre par la répétition, par cette sorte d'usure du temps, un peu comme les rochers les granites de Bretagne, hein, qui sont rabotés à force de temps, de vent, de marée et de pluie, et qui néanmoins vont condenser l'essentiel de l'énergie humaine. Alors cette série ici est très intéressante parce qu'elle a été réalisée pendant le temps du coronavirus, donc comme nous étions un peu soumis à l'isolement, au confinement, eh bien Jean-Claude Faujour a transformé ce qui pouvait sembler comme un emprisonnement stérile en créativité pure. Et donc, on a ces lignes de vie, ces boucliers avec des chiffres qui indiquent les jours et le déroulement du temps. Et chaque jour ou à chaque moment, enfin des moments différents, il y a une création nouvelle, une plongée nouvelle, une sorte de radioscopie, une sorte d'IRM profond de ce qui est en nous. Et voilà, il faut des spécialistes pour lire ces images extrêmement mystérieuses. Et l'artiste est là pour interpréter ces signes qui émergent des profondeurs parce que le pinceau de Jean-Claude, encore une fois, est comme un scalpel qui vient ouvrir nos peaux, qui vient ouvrir nos fermetures et toute nos protections et qui, évidemment, nous blesse peut-être, en tout cas nous étonne, nous heurte, nous inquiète, mais qui permet, encore une fois, à la vie de surgir, de ressurgir de ces profondeurs. Voilà, il y a des traits de couleurs, évidemment, qui peuvent évoquer des veines, des raies de lumière, les jaunes. Voilà, on voit ici toutes les traces peut-être du schiste, des pierres elles-mêmes, du granit. Tout se mélange, évidemment, avec les éléments les plus minéraux, les éléments les plus humains, tout est un peu condensé dans ces œuvres. Voilà, donc là, on est gâté dans l'exposition parce qu'on a toutes les variantes, toutes les formules de ces expressions propres à Jean-Claude Faujour. Et donc, on peut les goûter, on peut s'y habituer, on peut apprendre ce langage petit à petit, et puis devenir finalement familier de notre inconscient, familier de notre préhistoire, familier de nos archaïsmes les plus profonds. Il y a aussi dans l'œuvre de Jean-Claude Faujour énormément de couleurs. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas de tableau rouge dans l'exposition, mais vous trouverez tout ça sur le site, évidemment. Des œuvres qui marquent ici, c'est toujours avec les linéaments, bien sûr. On a toujours le langage des petits fanions maritimes, le langage des lignes avec ces sortes de nervures, un peu comme sur une feuille de... voilà, il y a aussi toute une métaphore végétale, les métaphores minérales, les métaphores de la terre. Tout ça est rendu ici. Et puis en même temps, ce jaillissement coloré, ce jaillissement rouge qui est évidemment très, très encourageant. Donc le premier, je crois, s'appelait sang, le deuxième fin, voilà, des éléments très, très, très bruts de décoffrage, hein, mais qui nous ramènent à nos ressorts les plus profonds. Et puis ici, amour, un peu une ambiance nocturne, voilà, un peu bleu nuit, bien sûr, qui nous change un peu des couleurs jaunes et rouges qu'on a vues, ou encore ici ce bleu plus profond, peut-être un bleu qui évoque le danger. Et ici, toujours, alors tout ça peut se combiner, comme se croise Ent ici, rouge et plusieurs couleurs.
Il y a bien sûr aussi dans les œuvres de Jean-Claude des éléments de paysage. C'est très ancien, je pense que c'est un peu, il y a moins ça maintenant, ces paysages des monts d'Arrée, tourmentés, mais j'aime bien aussi ça parce que ça nous met au contact de la Bretagne, hein, de cette source d'inspiration profonde qui marque toute l'œuvre de Jean-Claude parce il est de ce pays. Et si on regarde bien, je crois peut-être qu'on verrait, en creusant encore davantage, peut-être qu'on le retrouverait. Mais c'est une opération tout à fait délicate. Alors, l'œuvre, le titre de l'exposition fait allusion à un in situ. Donc, Jean-Claude Faujour, Angélus in situ. C'est une autre partie de l'exposition sur un thème plus récent qui est celui de l'Angélus de Millet, Jean-François Millet. Alors, d'entrée de jeu, on est invité à voir ces deux paysans qui s'arrêtent au milieu de leur champ pour réciter la prière de l'Angélus. Et alors, voilà que Jean-Claude Faujour s'amuse et laisse l'œuvre vagabonder d'un lieu à l'autre, une expérience assez étonnante de 1400, peut-être plus encore, 1400, en tout cas plus d'un millier d'installations d'anges, d'hommes, Élus, la femme, dans des sites absolument improbables, mais toujours en train de s'arrêter pour prier. Et donc, c'est merveilleux. Donc, ici, il y a une chaise. On nous invite d'ailleurs à s'asseoir sur cette chaise pour être au milieu de la prière de ces deux paysans qui ont leurs sabots encore et qui leurs habits de champ, qui ramassent peut-être les pommes de terre, comme dans un autre tableau de Jean-François Millet, qui ou les glaneuses aussi, un autre tableau qui a tellement inspiré Agnès Varda d'ailleurs, et qui en a fait quelque chose qui est assez parallèle à ce que Jean-Claude Faujour fait avec les Angélus, voilà, l'Angélus de Millet. C'est un tableau peint par ce peintre de Barbizon, et Jean-François, Jean-Claude imagine évidemment cette rencontre entre les deux paysans bretons et puis, Jean-François Millet qui est donc qui les rencontre. Alors, il viendrait de Bretagne, enfin, c'est une légende nouvelle qui vient de sortir et que Jean-Claude nous propose pour enrichir notre histoire de l'art, parce que personne ne s'est posé la question de savoir qui étaient ces deux paysans, enfin, forcément, sinon que Jean-François Millet les a vus sans doute à proximité du village de Saint-Paul de Chailly-en-Brière, près de Barbizon. Mais voilà, maintenant, ils vont se déplacer, ils vont sortir du tableau. Donc, Millet dit, l'Angélus est un tableau que j'ai fait en pensant comment, en travaillant autrefois dans les champs, ma grand-mère ne manquait pas, en entendant sonner la cloche, de nous faire arrêter notre besogne pour dire l'Angélus pour ces pauvres morts. Mais quelque chose d'assez semblable finalement à ce que peut éprouver Jean-Claude Faujour en voyant ces paysans. Bon, c'est toute une histoire familiale, c'est toute une histoire très ancienne, nous avons tous des ancêtres paysans, et donc on se rappelle toujours avec émotion comment ils ont travaillé. Il suffit de faire un peu de travail de la terre pour se rendre compte combien ils ont souffert, mais s'ils n'avaient pas souffert, on ne serait pas là. Donc c'est une émotion très forte, et on rentre finalement dans leur prière. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que Millet ici eh bien, n'est pas sacralisé. Évidemment, c'est une œuvre qui est au musée d'Orsay, et j'imagine qu'il ne faudrait pas découper les deux paysans pour les trimballer dans la nature, parce que le conservateur serait furieux. Les œuvres qui sont dans les musées sont des œuvres mortes, et il ne faut pas les toucher, il ne faut pas rentrer dedans, on ne peut rien en faire. Donc, il faut effectivement oublier les musées, oublier ces lieux officiels de l'art pour les transplanter. Alors, que fait voilà, donc il y a cette installation ici. D'abord, il y a le peintre lui-même qui s'installe entre les deux et qui copine donc avec Luce autant qu'avec Ange, et qui cherche à rentrer dans leur prière, dans leur dialogue.
Mais ces formes vont prendre encore ces deux figurines vont être installées dans l'atelier. Il se trouve ici qu'il y a deux très beaux tableaux, peut-être des bosons, en tout cas certainement un tableau qui évoquera au sommet, qui évoque le soleil, voilà, et peut-être une incantation au dieu soleil, ou en tout cas à l'œuvre même de création de Jean-Claude. Et puis voilà, il se trimballe au bord de la mer, et dans les paysages qui sont les siens. Je crois que ces deux personnages sont toujours avec Jean-Claude dans sa voiture, et dès qu'il sent que tout d'un coup ils doivent être à cet endroit, eh bien, il les installe et il prend une photo. Donc, les clichés se multiplient. Les voilà ici peut-être en train de bûcheronner, de travailler, mais toujours cet arrêt, cet arrêt pour la prière. Alors là, le lieu est particulièrement insolite, avec cette pompe à essence qui évidemment n'a rien de sacré, mais bon, on fait tous, nous aussi, une étape auprès de la pompe à essence. C'est un moment un peu curieux. Quand on remplit notre réservoir, on ne pense pas à grand-chose. C'est peut-être le moment de réciter l'Angélus, cette prière millénaire, hein, cette prière très ancienne, qui consiste à répéter trois fois la leçon de l'incarnation, l'annonce angélique, la réponse de Marie, la naissance du Fils. On fait cette prière trois fois dans la journée, le matin, à midi, le soir, si possible à des heures qui sont des multiples de 3, 6 heures, 12 heures, 18 heures, par exemple. Et puis, on termine par que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de sa résurrection, par le Christ notre Seigneur. Amen. Voilà, et tout le monde connaît par cœur cette prière. Alors, évidemment, le camion salue ces deux personnages. Lui, il n'a pas le temps de s'arrêter. C'est bien son malheur, parce que s'il s'arrêtait, ben, sans doute que notre culture, notre civilisation serait différente. Alors ici, bien sûr, la tombe du soldat, le monument aux morts de la guerre de 14. Tout ça rappelle la grande maxime des moines, ora et labora, la prière au milieu du travail, le travail de la vie. C'est une sorte de marée de colza jaune. Alors, on retrouve ce jaune finalement dans les tableaux de Jean-Claude Faujour. Ben, ils sont là parce que ce colza, c'est la vie, bien sûr, qui demande à être cultivé aujourd'hui, sans doute de méthodes un peu différentes et moins hygiéniques que les premières, mais peu importe, l'Angélus est là. Et donc, l'exposition va nous montrer, je ne sais plus combien de tableaux, peut-être pas les 1000, mais un grand nombre, et une invitation somme toute, à prolonger cette œuvre d'art. Une œuvre d'art n'est jamais achevée. Hein. Une œuvre d'art, encore une fois, n'est pas définitive. Il y a bien sûr que l'artiste s'arrête à un moment donné, encadre son tableau, le vernis et l'expose et le vend, mais la vie ne fait que commencer. La vie du tableau ne fait que commencer, parce que après il y a les spectateurs, il y a ceux qui l'achètent, il y a ceux qui le reçoivent et qui vont vivre avec. Et donc, même si on n'a pas la chance d'avoir le vrai tableau de Millet dans son appartement, ce qui est bien dommage, évidemment, eh bien, on a tous ces remarques, toutes ces réincarnations de Millet dans nos univers les plus familiers ou les plus insolites, peu importe, qui fait que cette conjugaison, je voudrais en finir par là, cette conjugaison de l'œuvre d'art et de cette disposition spirituelle. Il y a vraiment une incohérence très forte entre le fait de créer, et de peindre, de sculpter, de graver, tous ces gestes de l'artiste, et puis le geste même de la prière. Parce que finalement, tout ce travail de l'artiste qui ressemble à une gestation, une manière de faire accoucher une maïeutique profonde de notre humanité pas encore connue, de notre humanité inconsciente, de notre humanité ancienne, enfin de faire advenir quelque chose de nouveau pour que la vie se poursuive, s'actualise, eh bien, correspond effectivement à une immense prière, celle de l'Angélus, c'est-à-dire celle de l'incarnation. L'incarnation, que tout ça prenne forme, que tout ça prenne forme dans un présent qui se veut à ce moment-là une louange sans doute, en tout cas
une manière de rendre grâce à ce que nous sommes, d'où nous venons, et puis peut-être aussi, bien sûr, à ce que nous transmettons, à ce que nous allons laisser. Donc, une œuvre d'art est une médiation entre l'artiste et nous, bien sûr, puisque l'artiste n'est plus là et nous sommes là, et grâce à l'œuvre, nous pouvons entrer en dialogue avec lui, mais bien plus profondément encore, une médiation entre tout ce que l'artiste a vu, et l'artiste a vu profond, a vu loin, a vu l'inconscient, a vu la nuit, a vu ce qu'on ne voit pas. Et c'est cette négation qui est fondamentale parce que, du coup, l'artiste nous révèle une part de ce que nous ne savions pas ou nous ne connaissions plus. Et grâce à cette révélation, qui est un terme profondément mystique et religieux, grâce à cette révélation, nous avons accès à une connaissance, c'est-à-dire à une naissance, en fait, une naissance nouvelle, mais pas solitaire, une naissance avec tous ceux qui nous ont précédés, une naissance avec l'artiste, bien sûr, en premier lieu, mais une naissance encore bien plus large de tous ceux qui ont fait notre histoire et qui sont absolument nécessaires pour que notre histoire se prolonge dans d'autres humains, dans d'autres époques. Alors, il faut évidemment, voilà, tous ces tableaux sont merveilleux. Et j'aime beaucoup ce texte et je vous le propose évidemment, il est dans le catalogue, vous l'aurez plus d'une fois encore, mais il exprime, j'aurais dû commencer par ça parce que finalement il exprime bien mieux que tout ce que j'aurais pu dire. Je peins comme je respire. Voilà. Vraiment, on est vraiment dans la vie la plus fondamentale, respirer. Et respirer, c'est l'esprit. Respirer, c'est la spiritualité. Respirer, c'est tout le message transcendant qui fait qu'on reçoit quelque chose de l'extérieur et qu'on va le rendre par l'expiration, l'inspiration, expiration, respiration. Voilà, tous ces termes expriment la vie de l'esprit la plus authentique. Je guette à chaque moment l'étincelle, le détail, la bouffée d'air qui me permettra d'avancer. J'attends ce moment comme une délivrance. J'ai parlé de maïeutique, hein, j'ai parlé d'accouchement, j'ai parlé de gestation. Oui, l'œuvre d'art, c'est vraiment quelque chose qui sort du plus profond de nous-mêmes, et ce qui est dans les œuvres de Jean-Claude Faujour, en plus, nous montre cette profondeur même de l'expression artistique. Elle arrive sous la forme d'un champ triangulaire, sous la couleur jaune vive d'une étendue de colza, on l'a vu, ou la matière pierreuse d'une parcelle laboureuse, on l'a senti. Ainsi naissent les terres-mères, c'est des titres, les colza stories, les grands champs de pierre, les promenades, les nervures du rêve. J'adore les nervures du rêve, les linéaments de l'inconscient. Freud aurait mieux fait de parler des nervures du rêve. Ma peinture tourne autour du paysage et de la terre. J'en recherche la peau, les rides, les nerfs, les veines, les structures, les forces internes, les pleurs, les colères. On passe là de ce qu'il y a de plus physique à ce qu'il y a de plus psychologique, les pleurs et les colères. Mais tout est inscrit, tout est lisible, à même la peau, à fleur de peau. J'ai inscrit notre histoire, les marques de notre passage, les empreintes que nous laissons. J'y grave la vie, la mort, les espérances et les désespoirs. J'exorcise mes peurs. Voilà l'acte religieux par excellence, j'exorcise. Je déambule dans ma peinture comme on fait le tour de son champ en guettant la petite ligne verte qui marque la naissance du blé. Voilà, quand le boson va éclater, quand le grain de blé va germer, quand la vie va apparaître, je peins comme on cultive. Une merveilleuse vidéo nous permet d'entendre Jean-Claude dans son atelier. Son atelier est à la campagne, au milieu des champs. Il vit là d'ailleurs, à Plonéo-Ménès. Un temps, il était entouré de paysans. Eux modifiaient les paysages en travaillant la terre. Lui fait de même, mais en peignant. Jean-Claude Faujour peint des champs où apparaissent des traces laissées par les hommes. Des signes émergent aussi des tableaux. Dans ce coin-là, il y a une espèce de silhouette de personnage. J'ai appelé ça un toi-moi parce que c'est toi, c'est moi, c'est nous, c'est notre histoire en fin de compte. Alors ces personnages, ils sont enfermés dans des formes. Quelquefois, ils se débattent parce que c'est vrai qu'il est intéressant aussi de ne pas rester obligatoirement bloqué dans un environnement, dans une culture, voilà. Donc on se débat, on va voir ailleurs comment ça se passe.
Moi, j'aime bien voir ailleurs, en fin de compte, comment ça se passe. Jean-Claude Faujour qualifie sa peinture de primitive. Il dit s'inspirer de sa culture bretonne et des cultures indiennes et océaniennes. La maison Pémano expose son dernier travail, appelé Ligne de vie. Dans cette série, le peintre y a gravé d'autres signes du temps, des boîtes à crâne comme celle de la cathédrale de Saint-Paul-de-Léon et ici, le cairn de Barnénès. Des gens ont construit il y a 5-10 000 ans des constructions fabuleuses qui restent encore et qui sont en fin de compte le témoignage de leur vie. Ils ont été vivants à une époque. Ils nous ont laissé tout ça et nous, on va laisser aussi des choses. C'est en fait un passage dans le temps. Je suis un maillon d'une chaîne. L'exposition Ligne de vie de Jean-Claude Faujour est à découvrir à Morlaix jusqu'au 26 octobre. Alors, vous actualisez évidemment que l'exposition est à voir non pas à Morlaix, encore que c'est très joli, Morlaix, mais à Créteil, et qu'elle est là pour un bon moment. Vous avez les dates sous les yeux. Je vous propose de visiter cette exposition comme une sorte de liturgie archaïque du sacré, de lire dans tous ses traits l'incantation du mystère de notre humanité, de ce que nous sommes, d'où nous venons, où nous allons, et de voir dans ces différents tableaux les cartes de paysages intérieurs avec ces enclos, ces rides, ces nervures, ces blessures, ces cicatrices et toutes ces marques qui font notre vie. La peinture, c'est une citation de Frédéric Olivier, la peinture de Jean-Claude Faujour, ses couleurs chaudes, sa matière dense, ses symboles signifient ces lignes qui s'ouvrent et se dispersent, va jusqu'au plus profond du cœur dont elles réveillent les sensibilités assoupies. C'est un art forgé par la vie qui va, la vie qui vient, la vie qui fuit, la vie qui s'assume au quotidien de l'amour et de la douleur. Bonne visite de l'exposition.